Le sol tremble et tu entends un fort craquement. Oh non, le dôme est en train de céder. Tout le monde court vers sa capsule de sauvetage pour évacuer. Les gens se poussent et se bousculent. L'atmosphère du dôme, semblable à la Terre, va être compromise et tu seras exposé aux éléments raréfiés de la surface de Mars. Tout le monde se précipite pour mettre son casque. La fissure s'agrandit de seconde en seconde et les gens paniquent, essayant de monter dans les navettes de secours aussi vite que possible. Dans le chaos, ils se retrouvent tous entassés dans les mauvais vaisseaux et il n'y a plus de place pour toi. Les lumières d'avertissement rouges commencent à clignoter dans le dôme et une voix retentit, disant à tout le monde de mettre leur casque. L'atmosphère martienne n'est plus qu'à quelques minutes et les humains ne pourront tout simplement pas respirer. C'est bien ta chance, tu venais juste d'arriver sur Mars. Alors que les vaisseaux s'éloignent, tu te demandes ce que tu dois faire. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Soudain, un robot guide arrive derrière toi et tu entends un faible bruit provenant de ses haut-parleurs. Il dit « Personne ne peut vous entendre car l'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre. Elle contient également beaucoup de dioxyde de carbone qui absorbe les ondes sonores. Même si un concert bruyant avait lieu à seulement 9 mètres de nous, on aurait l'impression qu'il se déroule à des kilomètres. Avez-vous besoin d'assistance ?» Tu lui demandes de l'aide et il te montre un plan en 3D de tout le dôme. Tu peux voir quelques autres dépôts de navettes, alors tu décides de t'y rendre. Malheureusement, tu vas devoir aller de l'autre côté du dôme pour atteindre une autre station. Au moment où tu commences à paniquer et à te demander comment réussir à t'y rendre, le robot se transforme en bicyclette et te dit d'y monter. Tu montes dessus et tu te balades dans la ville, en regardant tous les bâtiments et les rues vides. La fissure devient de plus en plus grande et de minuscules morceaux du dôme commencent à tomber d'en haut comme de la neige. Lorsque tu arrives à l'autre station, les dernières personnes sont en train d'embarquer dans l'unique navette. Tu leur cours après, essayant désespérément d'attirer leur attention. Mais quand tu fais retentir la sonnette de ton vélo, elle ne fait presque pas de bruit. Leur vaisseau s'éloigne avant qu'ils ne puissent te remarquer. Tu demandes pourquoi les sons ne fonctionnent pas et le robot t'explique qu'on peut à peine entendre des bruits aigus sur Mars. Le dioxyde de carbone rend les bruits aigus, comme les cloches et les gazouillis d'oiseaux, presque impossibles à entendre. Si seulement tu étais encore sur Terre, il t'aurait peut-être remarqué. Le robot te dit qu'il y a une dernière chance de s'échapper. Il se transforme en un minuscule vaisseau spatial. Tu montes dedans et il s'envole par la fissure du dôme dans l'espace. Il va si vite que tu devrais rapidement être de retour sur Terre. Au moment où tu commences à te détendre et à apprécier les vues de l'espace, tu vois une lumière rouge clignoter sur le robot. Tu lui demandes ce qui ne va pas, mais tu n'obtiens aucune réponse. Soudain, tu réalises que tu ne peux rien entendre dans l'espace. Le son se propage par ondes et il a besoin de quelque chose pour se déplacer, comme l'air ou l'eau. L'espace est un endroit sans air et tu n'entends donc aucun son. Le vaisseau spatial change soudainement de direction et s'éloigne de la Terre. Tu essaies de diriger le robot dans la bonne direction, mais tu ne sais pas comment attirer son attention. Le vaisseau fait un vol jusqu'à Vénus. À mesure que tu te rapproches, les turbulences se font sentir. Les vents de Vénus sont plus rapides que n'importe quelle tornade sur Terre. Tu ne cesses de dériver en essayant de trouver un espace sûr pour atterrir. Le robot parvient à garder un cap stable, malgré le vent qui le projette dans tous les sens. Tu peux déjà sentir la chaleur à travers toutes les couches. Finalement, le robot repère une petite grotte au loin et tente de s'y poser. Dès que le robot touche le sol, il se transforme en une combinaison spatiale que tu peux porter pour être en sécurité dans cet environnement extrême. Les prévisions sont aujourd'hui sur Vénus, canicule, des températures extrêmes toute la journée et toute la nuit. Attends-toi à des nuages d'acide sulfurique et à des vents violents. L'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone, tu peux donc t'attendre à ce que ta voix soit plus grave à cause de la densité de l'atmosphère de la planète. C'est seulement la deuxième planète la plus proche du Soleil, mais c'est en fait la plus chaude. Son atmosphère piège la chaleur du Soleil et la garde autour de la planète. Il fait tellement chaud sur Vénus que ça pourrait faire fondre du plomb. Si tu passais par là avec un vaisseau spatial, tout serait chauffé à blanc en quelques minutes. Heureusement, tu as cette armure de robot indestructible. Tu essaies de demander au robot comment rentrer et ta voix semble étrange. Tes cordes vocales vibrent plus lentement ici que sur Terre, ce qui rend le ton plus grave. Mais en même temps, la vitesse du son sur Vénus est beaucoup plus élevée, ce qui rend la voix plus grinçante. Ensuite, la forte teneur en dioxyde de carbone de l'air crée un effet bizarre qui fait croire à ton cerveau que la source sonore est petite. En gros, tu as la voix d'un canard de dessin animé. Tu regardes à l'horizon et tu vois de nombreuses collines et montagnes éparpillées dans la plaine. Mais le robot te dit que beaucoup d'entre elles sont des volcans. Vénus a en fait plus de volcans que toute autre planète du système solaire.
Les scientifiques en ont découvert plus de 1600 uniquement à sa surface, ce qui pourrait signifier qu'il en reste encore plus à découvrir. Ouais, peut-être que rester ici toute la journée n'est pas une bonne idée, et pas seulement à cause de la chaleur. Un seul jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. En fait, un jour sur Vénus est plus long qu'une année, car il ne lui faut que 225 jours pour effectuer une rotation complète autour du Soleil. Il est difficile de se comprendre, mais tu finiras par y arriver. Le robot te dit qu'il s'est perdu et que tu seras de retour sur Terre en un rien de temps. En te baladant dans la grotte, tu réalises que tu es en fait à l'intérieur d'un volcan. Tu dis au robot de se dépêcher et de te ramener chez toi avant qu'il n'entre en éruption. Mais il n'est manifestement pas très doué pour la navigation dans l'espace, car tu ne tardes pas à te retrouver ailleurs. Tu es maintenant sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Cette lune est si grande qu'elle est même plus grande que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Le vaisseau arrive dans l'atmosphère qui ressemble et se comporte comme celle de la Terre. La seule différence notable est la brume orangée qui flotte dans l'air et qui rend la visibilité beaucoup plus difficile. À mesure que tu descends vers la Lune, le robot détecte des signes de cyanure gazeux sur toute la surface et des nuages dufteux composés de méthane glacé. Tu te poses sur un point pas trop accidenté et tu t'efforces de faire en sorte que le robot te ramène au bon endroit. Au moins cette fois, tu ne transpires pas. Le robot se transforme à nouveau et commence à examiner les environs. L'atmosphère est environ 60% plus épaisse que sur Terre. En marchant, on a l'impression de patauger dans du sirop d'érable. La teneur en azote de l'air est très élevée, si bien que les sons sont étonnamment similaires à ceux que l'on entend sur Terre. Tu dis au robot que tu as vraiment envie de rentrer chez toi, mais c'est un cri fort et rauque que tu entends. C'est parce que Titan contient plus d'azote que la Terre et que le son voyage un peu plus lentement. Heureusement, vous pouvez toujours vous comprendre ici. Le robot te dit qu'il doit absorber un peu plus d'énergie de ses panneaux solaires avant de décoller. Alors tu regardes autour de toi. Cette lune est l'une des seules choses dans le système solaire qui possède des masses liquides stables, comme des rivières, des lacs et des mers sur sa surface. Tu peux maintenant comprendre pourquoi le robot s'est perdu, étant donné la ressemblance de Titan avec la Terre. Titan a même des cycles liquides, avec de la pluie, de l'évaporation et de la condensation. En revanche, ce n'est pas de l'eau comme sur Terre. Le liquide principal ici est le méthane. Les scientifiques pensent qu'il peut y avoir une activité volcanique, mais au lieu de la lave en fusion, c'est de l'eau qui s'échappe. D'autres planètes comme Mars ont de la glace sur les sommets de leurs montagnes et des traces d'eau sous la surface. Mais rien n'est aussi proche de la Terre que Titan. Certains scientifiques pensent que cette lune pourrait être notre prochaine maison dans des milliards d'années. La température du Soleil augmentera d'ici là, rendant l'atmosphère de la Terre inhabitable. Les températures fraîches de Titan seront suffisantes pour créer des océans stables et permettre la vie. Le robot récupère finalement assez d'électricité pour s'envoler et tu peux rentrer chez toi. Ça sera sympa d'avoir une conversation normale où ta voix ne ressemblera pas à celle d'un dessin animé grotesque. Youhou! Des explosions étranges aux teintes bleues vives surgissent ça et là dans l'univers, captivant l'attention des astronomes. Ce phénomène rare et d'une puissance exceptionnelle porte un nom savant. Transitoire, optique, bleu rapide. Curieusement, ce phénomène ne se comporte comme rien de ce que nous connaissons. Et les choses ont pris une tournure encore plus inattendue lorsque le dernier en date s'est produit dans une région improbable. Pour bien saisir ce qui s'est passé l'an dernier, il nous faut de remonter un peu dans le temps. Ce type d'explosion inhabituelle a été observé pour la première fois en juin 2018. L'éruption bleue, située à environ 200 millions d'années-lumière de la Terre, a été surnommée The Cow. Bien entendu, cet événement n'avait rien à voir avec une vache, mais il présentait une configuration insolite. À l'époque, cette explosion se distinguait comme l'événement le plus asymétrique jamais détecté par les astronomes, se déployant dans l'espace sous une forme aplatie semblable à celle d'une crêpe, contrairement à la forme sphérique attendue. Ce phénomène rappelle une supernova, une explosion cosmique courante qui survient lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire et s'effondre sous sa propre gravité. Cependant, les chercheurs ont relevé 3 distinctions majeures. Premièrement, ce phénomène est bien plus puissant qu'une supernova ordinaire. Lorsqu'il se manifeste, l'éclair bleu libère plus d'énergie qu'une galaxie entière composée de centaines de milliards d'étoiles comparables au Soleil. Deuxièmement, il est beaucoup plus rapide. L'explosion atteint sa luminosité maximale et disparaît en quelques jours, alors qu'une supernova peut nécessiter des semaines, voire des mois, pour disparaître complètement.
Enfin, troisième différence, ces éclats bleus peuvent être d'une luminosité bien plus intense. Ces objets énigmatiques sont considérés comme le phénomène optique le plus lumineux connu dans l'univers. Mais contrairement à une supernova classique, il semble qu'aucun élément radioactif ne soit à l'origine de cette brillance. Cela implique donc que l'énergie provient d'une autre source. Mais la question demeure, de quelle source s'agit-il ? Les scientifiques sont encore loin d'avoir percé tous les mystères entourant ce phénomène. Depuis qu'il a été observé pour la première fois, des investigations approfondies sont en cours, et 15 télescopes à travers le monde scrutent en permanence le ciel pour le détecter. Depuis 2018, ces explosions extrêmes ont été observées environ une fois par an. Ainsi, bien qu'elles soient rares, elles ne sont pas aussi exceptionnelles qu'on pourrait le penser. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'existence de ces transitoires optiques rapides. La plus plausible est qu'il s'agirait d'un résidu stellaire. Autrement dit, ce qui subsiste lorsqu'une étoile arrive à la fin de son cycle. Les deux principaux candidats sont une étoile à neutrons ou un trou noir, émettant des radiations à des vitesses proches de celles de la lumière. La théorie suggère qu'il s'agirait d'une étoile massive, bien plus imposante que celle qui donne naissance aux supernovas habituelles. Au moment où cette étoile commence à s'effondrer, il serait logique qu'elle laisse un trou noir derrière elle. Si cette étoile gigantesque refuse de quitter l'univers discrètement, elle pourrait former un disque d'accrétion tourbillonnant autour du trou noir, constitué de gaz, de poussière et d'autres matières. Ce disque pourrait projeter des jets de matière à des vitesses extrêmement élevées, semblables à de puissants jets cosmiques. Cela pourrait correspondre précisément à ce que nous observons sous la forme de ces brusques éruptions lumineuses. Cependant, cela reste une théorie parmi d'autres. La véritable cause de ces explosions demeure un mystère, nécessitant encore de nombreuses observations et analyses. Les chercheurs considèrent que comprendre un tel phénomène représente une véritable aubaine, car il s'agit là d'un résidu stellaire loin d'être inactif, mais au contraire en pleine effervescence. Depuis que ce phénomène a été repéré pour la première fois, toutes les occurrences similaires observées par nos télescopes se sont produites dans le même type de région. Autrement dit, ces explosions avaient toujours lieu dans les bras spiraux de différentes galaxies. Cependant, l'année dernière, la situation a changé. En avril 2023, le télescope spatial Hubble a surpris les scientifiques en capturant des images de ce même type d'explosion inhabituelle. Mais cette fois-ci, en plein milieu de l'espace intergalactique. Contrairement aux attentes, cette explosion ne s'est pas produite à l'intérieur d'une galaxie, mais dans l'espace entre deux d'entre elles, à environ 50 000 années-lumière d'une grande galaxie spirale et à 15 000 années-lumière d'une plus petite. Cet événement a été baptisé The Finch. C'est bien notre veine. Alors que nous commencions à entrevoir des réponses, l'apparition du phénomène Finch dans une localisation aussi inattendue est venue bouleverser nos certitudes. Il se pourrait donc qu'il existe une autre explication. Suite à cette découverte, les spéculations ont rapidement émergé. L'une des hypothèses avancées suggère qu'il pourrait s'agir d'une collision entre deux étoiles à neutrons se déplaçant loin de leur galaxie d'origine. Ces deux astres auraient pu s'attirer en spirale pendant des milliards d'années avant d'entrer en collision. Lors de cette collision, elles auraient encore produit une explosion 100 fois plus lumineuse qu'une supernova classique. Pour valider cette hypothèse, l'une des étoiles à neutrons devrait posséder un champ magnétique très puissant, ce qui amplifierait l'explosion. Une autre possibilité envisagée est que l'explosion résulte d'une étoile déchirée par un trou noir dont la masse représenterait entre 100 et 1000 fois celle du Soleil. Bien que de nombreuses questions demeuraient sans réponse, une chose est certaine. Le Finch est bel et bien un transitoire optique bleu rapide. Hormis l'emplacement inhabituel de son apparition, ce phénomène présente toutes les caractéristiques requises pour être classé ainsi. Une luminosité exceptionnelle et une vitesse fulgurante, avec une origine encore extrêmement difficile à élucider. Par ailleurs, les observations des télescopes Gemini South, de l'observatoire de rayons X Chandra et du radiotélescope Very Large Array ont confirmé cette classification. L'ajout de ces nouvelles données ne fait que compliquer davantage les efforts des chercheurs pour discerner un éventuel schéma dans cet ensemble de phénomènes. Le Finch n'est pas le seul phénomène inhabituel de cette catégorie. Revenons un an en arrière, en 2022. Une explosion bleue a été détectée en septembre, et elle a été surnommée le diable de Tasmanie. Comme les autres événements similaires, cette explosion bleue est apparue et s'est estompée très rapidement.
Puis, un événement mystérieux s'est produit. Exactement 100 jours plus tard, les observateurs qui continuaient à suivre le phénomène ont eu droit à un cadeau de Noël anticipé, une nouvelle éruption, aussi brillante et fascinante que la première. Incroyable. Cela signifie que nous parlons de 2 explosions étranges et similaires, survenues au même endroit et dans un laps de temps rapproché. C'était une première dans le domaine. Très vite, 13 télescopes à travers le monde, dont l'un équipé d'une caméra à haute vitesse, se sont focalisés sur le phénomène du diable de Tasmanie. En l'espace de 120 jours, ils ont réussi à capturer 14 autres impulsions lumineuses irrégulières. Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il prouve que, loin de se manifester une seule fois pour disparaître comme prévu, le diable de Tasmanie a continué à émettre des explosions d'énergie comparables à celles d'une supernova, à maintes reprises. Imaginez une telle puissance. Ce scénario continue de captiver la communauté scientifique, car il repousse les limites de la physique. Non seulement en raison de cette production d'énergie extrême, mais aussi à cause des éclats de courte durée. Pour vous donner une idée, ces éruptions lumineuses durent de 10 minutes à environ 4 heures. Et croyez-moi, à l'échelle de l'univers, c'est prodigieusement rapide. C'est la seule fois qu'une saison prolongée de cet événement a été observée. Toutefois, après réflexion, les avis au sein de la communauté scientifique sont partagés. D'un côté, certains pensent que le diable de Tasmanie pourrait être un événement totalement unique. De l'autre, il est possible que ce soit simplement la première fois que nos télescopes l'ont observé sous un angle aussi direct. Pour approfondir notre compréhension de ce phénomène, les scientifiques ont besoin d'étudier un plus grand nombre d'échantillons. Tous les espoirs reposent comme désormais sur le futur observatoire Vera C. Rubin, en cours de construction au Chili. Il sera équipé d'un télescope de 8 mètres de diamètre et de la plus grande caméra numérique jamais conçue pour ce type d'observation. Selon la NASA, cette technologie pourrait enfin apporter des réponses sur ces mystérieuses explosions bleues. Nous avons de quoi nous réjouir, car cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans notre compréhension de l'évolution stellaire. Si vous voulez voyager dans l'espace, préparez-vous à débourser environ 55 millions de dollars. Mais dans un avenir proche, vous pourrez probablement voyager dans l'espace en appuyant simplement sur un bouton sans vous ruiner, car les ascenseurs spatiaux pourraient bien entrer en jeu. Alors que l'idée d'un ascenseur galactique semble sortir d'un film de science-fiction, c'est une possibilité réelle qui pourrait révolutionner les voyages spatiaux. Avec un coût estimé à 8 milliards de dollars, un tel ascenseur pourrait ne représenter qu'un investissement unique qui nous durerait éternellement. La NASA, à elle seule, dépense environ 2 700 000 $ en carburant pour fusée à chaque minute de vol. Pour lancer une fusée, ils doivent ainsi débourser jusqu'à 178 millions de dollars. Ces coûts pourraient être considérablement réduits si l'on utilisait des ascenseurs. La plupart des bâtiments les plus élevés sur Terre ont des fondations massives pour aider à équilibrer leur poids. Plus vous regardez en l'air, plus ils s'amincissent. Même le gratte-ciel le plus haut du monde, le Burj Khalifa, est épais à sa base et effilé à son sommet. Si nous souhaitions construire quelque chose qui s'apparente à un ascenseur gigantesque, nous aurions donc besoin d'une énorme quantité de béton pour en bâtir les fondations, ce qui va à l'encontre de notre but originel d'économiser de l'argent. Maintenant, prenez une ficelle, attachez une balle à son extrémité et commencez à la faire tourner. La ficelle dans votre main restera en place et la balle tournera autour de votre main. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge, et l'ascenseur fonctionnera de la même manière. La balle sera une base dans l'espace et la corde tirera vers la Terre. La station par laquelle nous pénétrerions dans l'ascenseur se situerait au milieu de l'océan Atlantique et le câble s'étendrait à partir de là. Pour que cela soit possible, celui-ci doit être parfaitement synchronisé avec la rotation de la Terre. Sans quoi, il se brisera simplement ou s'enroulera autour de la Terre comme un fouet. De plus, l'orbite suivie par le câble devrait former un cercle parfait, car la ligne ne pourrait ni se raccourcir ni s'étendre. Beaucoup de calculs ont été effectués dans le but de trouver la solution idéale. Attendez une minute. C'est donc à ça que sert l'algèbre. Qui l'eût cru ? En attendant, on ne va pas vous ennuyer avec davantage de mathématiques. Abordons directement la distance précise entre la station atlantique et celle qui se trouve dans l'espace, qui doit être de 36 000 km
au-dessus de la Terre, là où débute l'orbite géosynchrone. Là, les 4 forces ascendantes sont beaucoup plus fortes que l'unique force descendante. C'est pourquoi la station resterait en place. Lorsque vous construisez une maison ou un bâtiment, vous commencez par le bas et progressez vers le haut. Mais pour créer cette merveille d'ingénierie, nous aurions besoin de nous y prendre à l'envers et de commencer par le haut. Le principal problème ici serait le poids. Si la ligne était trop lourde, elle perturberait l'orbite et le monte-charge ne fonctionnerait pas. Il nous faudrait donc équilibrer la station spatiale pour garantir un fonctionnement sans faille. L'acier est l'un des matériaux les plus robustes sur Terre. Le câble de chaque ascenseur est d'ailleurs fait d'acier, mais lorsque vous avez besoin d'un câble de 36 000 km de long, les choses peuvent devenir un peu compliquées. L'acier est difficile à rompre, mais il est encombrant, et lorsque vous devez en utiliser beaucoup, c'est alors que les problèmes commencent à survenir. Nous utilisons énormément d'acier dans la construction, mais nous avons des matériaux plus légers à notre disposition qui pourraient exercer moins de contraintes sur la station et éliminer ce problème. De plus, le câble devrait être fuselé parce que, au bout, la contrainte serait pratiquement inexistante. Mais il devrait toujours être plus épais que nécessaire en raison de nombreux facteurs de sécurité. Au début, le câble ferait à peine plus d'1 millimètre d'épaisseur. Après tout un tas de calculs compliqués, nous pouvons déterminer son gabarit en bout de course, qui représente un chiffre tellement long que l'on serait bien incapable de le prononcer. Mais croyez-nous, c'est un très très grand chiffre. Ainsi, l'acier est hors de question. Un autre candidat est le Kevlar qui est 5 fois plus résistant que l'acier. Et si nous ajoutions des matériaux tels que le carbone et le titane à cet alliage, sa résistance serait encore décuplée. Le câble aurait alors un diamètre compris entre 80 à 170 mètres. C'est nettement plus petit que ce que pourrait être le diamètre d'un pareil câble en acier. La mauvaise nouvelle, c'est que cela coûterait bien trop cher. Donc, si nous ne trouvons pas le matériau idéal pour construire ce câble, l'idée même d'un ascenseur spatial ne sera jamais qu'une vaste perte de temps. Si seulement nous avions sous la main un matériau léger miraculeux, capable d'encaisser une pression de 60 gigapascales, et qui aurait également un rapport de conicité de 1,6. Oh mais attendez, nous avons effectivement un tel matériau. C'est ce qu'on appelle les nanotubes de carbone. Ils ont une résistance de 130 gigapascales, ce qui est bien plus que ce dont nous avons besoin. Les nanotubes sont fabriqués à partir de carbone et sont 100 000 fois plus fins que les cheveux humains. Ce matériau est solide et a une bonne capacité de conduction, laquelle est rendue possible grâce à sa structure atomique unique. Nous utilisons cette innovation dans de nombreuses choses, des batteries jusqu'à l'optique, et ils peuvent être entièrement modifiés et adaptés à de nombreux autres usages. Bradley Edwards est l'homme responsable de cette idée. La NASA était en quête de nouvelles innovations et lui a dit « Ne tentez rien de trop fou et commencez juste à nous construire un treuil spatial ». On suppose que Bradley a dû prendre cela pour un défi, car il a commencé à travailler sur l'ascenseur. Edwards a donc rédigé un article sur un transporteur galactique. Lorsqu'il l'a publié, il s'attendait à ce que de nombreux experts décèlent des failles dans ses travaux. Mais étonnamment, personne n'y est parvenu. Son concept était irréprochable. Il a ainsi eu l'idée d'attacher une ligne de nanotubes à une fusée et de la propulser dans l'espace. L'autre extrémité du câble retomberait sur Terre, et des robots utiliseraient ce dernier pour y grimper et l'allonger afin que nous puissions entamer la construction d'une station spatiale. Après cela, l'ascenseur pourrait commencer à acheminer tout et n'importe quoi, des panneaux solaires jusqu'aux touristes. À l'avenir, le tourisme spatial pourrait devenir accessible. Qui sait, nous pourrions même partir en vacances dans l'espace un jour. Et, vous recherchez une atmosphère d'évasion? Eh bien, ne venez pas ici, nous n'en avons pas. Oups. Probablement pas le meilleur slogan publicitaire, n'est-ce pas? Il y a quelques années, nous pouvions seulement créer des nanotubes de carbone microscopiques, mais avec le temps, davantage de recherches ont été effectuées pour les rendre plus grands. Aujourd'hui, ils atteignent jusqu'à quelques centimètres. D'ici 20 ans, ils pourraient être longs de plusieurs kilomètres. Le carbone coûte $1 le gramme. Si nous faisions le calcul, nous verrions qu'il nous faudrait environ $1 milliard pour construire cet ascenseur. Oui, cela semble coûteux, mais c'est une solution à long terme pour les voyages spatiaux, qui pourrait nous faire économiser énormément d'argent.
Tout a l'air parfait sur le papier. Mais la raison principale pour laquelle la NASA a choisi de ne pas poursuivre ce projet est qu'à l'heure actuelle, il y a probablement plus de 128 millions de débris flottants dans l'orbite terrestre. Et ils pourraient représenter une véritable menace pour cet ascenseur. Il pourrait, certes, être conçu pour résister à quelques impacts de temps à autre. Mais être constamment bombardé ne faisait pas partie de l'équation. Néanmoins, Bradley soutient qu'une armada d'appareils de surveillance détecte ces débris spatiaux. Ainsi, l'ascenseur pourrait être capable de tous les éviter. Si quelque chose heurtait l'ascenseur, ou si le câble se brisait d'une manière ou d'une autre, les conséquences ne seraient pas trop sévères. Enfin, s'il n'y avait pas de passagers à bord, bien entendu. Si la ligne était coupée, l'ascenseur dériverait simplement dans l'espace et ne représenterait aucune menace pour quiconque. Au Japon, des ingénieurs tentent de construire un ascenseur spatial. Celui-ci pourrait également être utilisé pour l'exploitation minière dans l'espace. Nous pourrions facilement couvrir le coût de cet ascenseur en attrapant des astéroïdes au passage, car certains d'entre eux sont faits de métaux précieux. Nous pourrions alors les exploiter et les rapatrier rapidement sur Terre. Imaginez un endroit où un seul jour dure plus longtemps qu'une année entière. Sur Vénus, un jour, c'est-à-dire une rotation complète sur son axe, est aussi long que 243 jours sur Terre. Et ce qui est encore plus étrange, en dépit du fait que Vénus connaisse un jour sans fin, c'est que son année est plus courte que celle de la Terre. Alors que la Terre met environ 365 jours pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, Vénus le fait en seulement 225 jours. Donc, d'une certaine manière, pour Vénus, un jour est plus conséquent qu'une année entière. Vénus est une planète étrange de façon générale. On la surnomme la jumelle de la Terre en raison de nos ressemblances, bien qu'elle soit un peu plus petite que notre planète. Mais il y a aussi des différences drastiques. Par exemple, elle tourne dans le sens opposé, ce qui signifie que le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Et Vénus n'est pas la seule à danser selon son propre rythme. Uranus en fait de même. Et enfin, c'est un peu la folie sur Vénus en termes d'atmosphère. Quand vous êtes debout sur Terre, vous ne ressentez pas vraiment le poids de l'air autour de vous. Eh bien, sur Vénus, cette sensation serait comparable à un éléphant assis sur vos épaules. Vénus possède une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre. L'atmosphère y consiste en une épaisse couche de gaz toxiques. Par exemple, le dioxyde de carbone qui est libéré par tous les volcans. Il applique une pression incroyable. Ceci se traduit par des températures incroyablement élevées. Il n'est donc guère étonnant qu'il nous faille encore attendre avant de pouvoir un jour poser le pied sur cette planète. Pendant ce temps, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une orbite encore plus courte que celle de Vénus. Elle effectue un voyage complet autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres environ. Cependant, elle a une rotation lente sur son axe, ce qui signifie qu'un jour sur Mercure dure environ 176 jours terrestres. En gros, une demi-année pour nous. Tout comme avec Vénus, une journée y dure beaucoup plus longtemps qu'un an. Comme c'est la planète la plus proche du Soleil, il n'est pas surprenant que Mercure connaisse des variations de température extrêmement élevées. En journée, celles-ci peuvent excéder les 420 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. Mais attendez le coucher du Soleil. La nuit, elles redescendent à un glacial moins 180 degrés. C'est parce que Mercure n'a pas une atmosphère épaisse comme la nôtre, donc la chaleur ne se distribue pas uniformément à travers la planète. Si un côté est plongé dans l'obscurité, il sera extrêmement froid, et l'autre côté sera brûlant. Exactement comme si vous laissiez un gros rocher ordinaire sous le soleil pendant un moment. En fait, il y fait tellement froid qu'il pourrait même y avoir de la glace dessus. Regardez la région du pôle nord de la planète. Surtout ces taches jaunes, éclairées par le soleil à l'intérieur des cratères. Elles indiquent peut-être la présence de glace d'eau. Et il s'avère que l'eau est beaucoup plus courante dans l'espace que nous ne le pensions. Mars est souvent surnommée la planète rouge. Elle doit ce surnom à l'abondance d'oxyde de fer, ou de rouille, qui recouvre sa surface. Les minéraux riches en fer créent cette teinte rougeâtre qui colore le paysage martien. Mais il s'avère que Mars n'est pas simplement rouge. Si vous vous teniez sur Mars, vous verriez un terrain semblable à un désert de couleur caramel, baignant dans une lueur dorée. Un peu de brun ici et là, et même de légers reflets verdâtres. Mars possède également la plus grande montagne de tout le système solaire, Olympus Mons. D'une hauteur vertigineuse d'environ 22 km de haut, elle est bien plus haute que le mont Everest. Elle a été formée par l'éruption d'une lave à faible viscosité, créant une structure similaire à un bouclier. Étant donné que Mars est recouverte de sable,
Elle est aussi célèbre pour ses fantastiques tempêtes de poussière. Mais il s'avère qu'elles sont encore plus insensées que ce que nous pensions. Ces tempêtes peuvent durer des mois. Bien qu'elles puissent présenter des défis pour les futures missions humaines, elles contribuaient également à l'aspect irréel de la planète lorsqu'elle est observée de loin. Et il nie pas que les tempêtes à prendre en compte, mais également les tremblements de Mars. Également connus sous le nom de trémors sismiques, ils ont été détectés pour la première fois par la NASA en 2019. Contrairement aux tremblements de terre, qui sont souvent déclenchés par des mouvements de plaques tectoniques, on pense que les tremblements de Mars résultent du refroidissement et de la contraction de l'intérieur de la planète. Il est intéressant de voir à quel point les deux planètes sont similaires, et pourtant si différentes. Les anneaux emblématiques de Saturne pourraient détenir un secret lié au passé ancien de la Terre. Ces anneaux sont principalement composés de particules de glace et de débris, et sont estimés être relativement jeunes à l'échelle cosmique, seulement quelques centaines de millions d'années environ. Maintenant, certaines théories avancent qu'ils seraient nés après une catastrophe de grande ampleur. La collision de deux grandes lunes, ou la désintégration d'une comète, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que cette chronologie coïncide avec l'âge de l'extinction des dinosaures sur Terre. Y aurait-il un lien? Qui sait? Au fait, bien que Saturne remporte le gros lot pour ses anneaux, elle n'est pas la seule planète de notre système solaire à en avoir. Jupiter, Uranus et Neptune ont également leurs propres ensembles d'anneaux, bien qu'ils ne soient peut-être pas aussi visibles et impressionnants que ceux de Saturne. Cependant, il y a quelque chose par laquelle Saturne se distingue vraiment, le magnifique hexagone de son pôle nord. C'est une figure colossale à 6 côtés. Et chaque côté de cette structure incroyable mesure environ 14 500 km de long, soit 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Les scientifiques ne sont pas certains de comment cet hexagone s'est formé ni pourquoi. Ils pensent que cela pourrait être dû à des vitesses de vent variables. Ou peut-être est-il façonné par un jet stream localisé, lent et sinueux. Pour le moment, il demeure un autre des mystères de Saturne. Tout comme l'hexagone de Saturne, Jupiter a aussi sa propre tache étrange. On l'appelle la Grande Tache Rouge. Il s'agit d'une tempête qui fait rage depuis au moins 350 ans et qui est à plus grande que la Terre elle-même. Malgré son nom, la couleur de ce point a varié au fil des ans, allant du rouge brique au rose saumon pâle. Les scientifiques continuent d'étudier cette tempête tenace, perçant les mystères de sa persistance et de ses volutes changeantes. Sur le plan météorologique, la Grande Tache Rouge est un véritable épicentre. Elle génère une énorme pression dans l'hémisphère sud de Jupiter. Pendant ce temps, Jupiter elle-même n'est pas en reste en ce qui concerne les champs magnétiques. Son influence est colossale. Elle s'étend bien au-delà de la planète elle-même et crée l'un des champs magnétiques les plus vastes et les plus puissants de notre système solaire. À cause de cela, Jupiter est une source de radiation intense et de fascinantes aurores, alors que les aurores boréales de la Terre sont à couper le souffle. Jupiter a aussi quelque chose à offrir. Son champ magnétique interagit avec les particules chargées provenant des lunes de Jupiter et du vent solaire. Cela crée des aurores visuellement frappantes au niveau de ses pôles. Cependant, par rapport à la Terre, l'échelle de ces aurores est phénoménale. Rien de comparable à ce que nous observons sur notre planète. Mais même ce type de grande tache n'est pas une caractéristique unique au sein de notre système solaire. La géante orageuse, Neptune, la 8e et la plus éloignée des planètes du Soleil, a aussi sa propre grande tache sombre. Tout comme avec Jupiter, c'est un immense vortex au beau milieu de l'atmosphère de Neptune. Mais contrairement à son homologue jupitérienne, cette tache a tendance à apparaître et disparaître en raison de la météo dynamique et extrêmement changeante de Neptune. Neptune, tout comme Uranus, est une autre géante glacée. Et tout comme les autres géantes, elle possède certains des vents les plus violents de notre système solaire. Ces courants supersoniques peuvent atteindre une vitesse supérieure à 1900 km/h. Et oui, ça ne rigole pas. Mais cela explique ces épaisses formations nuageuses. Au fait, si vous avez déjà rêvé d'une planète où il pleut des diamants, vous pourriez être intéressé par cette planète. Profondément dans l'atmosphère de Neptune, où les pressions sont extrêmes, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les atomes de carbone seraient si comprimés qu'ils en forment des diamants. Ces diamants pourraient ensuite s'abattre comme une pluie. Quelle touche unique pour un bel orage! Les lunes de Neptune ont hérité de leurs parents cette météo étrange. Par exemple, sa plus grande lune, Triton, présente une touche de cryovolcanisme.
Au lieu de vomir des roches en fusion comme les volcans terrestres, les cryovolcans de Triton éclatent avec un mélange d'eau, d'ammoniac et d'azote. Cela s'apparente à des geysers de glace projetant leur matière dans l'espace. On dirait que, dans notre seul système solaire, chaque planète a ses propres particularités fascinantes. Espérons que nous découvrirons d'autres choses intéressantes dans l'espace avoisinant à l'avenir. Dans les années 70, nous avons reçu un signal radio qui a duré plus d'1 minute. Et à ce jour, personne ne sait ce que c'était ni d'où il venait. Mais aujourd'hui, une nouvelle théorie est apparue. Le mystère pourrait-il enfin être résolu? En 1977, à 23h16, un télescope de l'Ohio a capté quelque chose de très inhabituel dans l'espace. Il s'agissait d'un signal radio très court, d'une durée de 72 secondes seulement. Le signal était si fort et si étrange que le scientifique présent lors de sa réception a écrit « Waouh » à l'encre rouge à côté du relevé des mesures. Voilà pourquoi on l'appelle le signal « Waouh ». Dans l'espace, l'hydrogène gazeux émet parfois des ondes radio, un type de rayonnement électromagnétique. Ces ondes ont une fréquence spécifique qui constitue en quelque sorte la signature unique du gaz d'hydrogène et qui nous permet de l'identifier et de l'étudier. Sachant cela, il nous a été possible de déterminer que la fréquence du signal « Wow » provenait du même endroit que ce gaz. Mais cela ne nous sert pas à grand-chose, nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'il a émis. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le signal ne s'est présenté qu'une seule fois. Même si nous avons essayé très fort de le capter une seconde fois, nous n'y sommes jamais parvenus. Et en l'absence de répétition, il nous a été impossible de savoir de quoi il s'agissait. Il nous a même été difficile de déterminer sa position précise en raison de sa grande brièveté. À partir d'une certaine distance, il est particulièrement ardu de déterminer l'origine des signaux radio. Du coup, cela a donné lieu à plusieurs théories. La fréquence du signal WOW était particulière. Elle n'était pas surchargée par d'autres signaux. C'est comme quand on trouve un endroit calme dans une pièce bruyante. Quand il n'y a pas beaucoup d'interférences sur une fréquence donnée, le signal envoyé peut voyager très loin sans être ni perdu, ni déformé. Et c'est très intéressant, parce que cela signifie que ce serait la fréquence idéale pour envoyer des messages, si l'on voulait communiquer avec des créatures extraterrestres. Se pourrait-il qu'on ait essayé de nous contacter? C'est une possibilité scientifique réelle. Personne ne sait ce qui a été à l'origine du signal dont nous parlons. Mais s'il provenait d'extraterrestres, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne communiquent pas comme nous. Le signal ne ressemblait en rien à un message délibéré. Et il est étrange qu'il ne se soit produit qu'une seule fois. Si c'était un petit peuple vert qui essayait de nous contacter, il serait bizarre qu'il n'essaie qu'une seule fois. Mais au cas où, en 2012, à l'occasion du 35e anniversaire du signal WOW, nous avons décidé d'envoyer une série de messages vers certaines étoiles. Nous avons utilisé un code spécial pour que les créatures extraterrestres qui les recevraient sachent qu'ils viennent d'êtres intelligents. Enfin, relativement intelligents. Et nous avons utilisé beaucoup d'énergie pour nous assurer que les messages voyagent très loin. Les scientifiques ont émis de nombreuses théories sur l'origine possible du signal WOW, mais aucune d'entre elles ne fait l'objet d'un consensus. Ce qui est certain, c'est qu'il ne provient pas d'une source terrestre. Les bruits terrestres peuvent parfois interférer, mais ce signal provenait sans aucun doute possible de l'espace. Il y a eu une théorie selon laquelle un signal terrestre aurait rebondi sur des débris spatiaux avant de revenir vers nous. Mais nous avons assez vite compris qu'une telle chose était très improbable. Une autre idée est que le signal aurait été causé par un scintillement semblable à celui des étoiles. Mais même si c'était vrai, cela n'exclurait pas la possibilité que le signal ait été produit par quelque chose d'artificiel. Selon une autre hypothèse, le signal pourrait provenir d'un objet en rotation, comme un phare. Il se peut aussi que le signal ait changé de fréquence au fil du temps, ou simplement qu'il n'ait été émis qu'une seule fois. Cela fait maintenant près de 50 ans que cet étrange signal a été capté. Mais récemment, une nouvelle idée sur son origine a vu le jour. Imaginez une comète traversant l'espace et laissant derrière elle une traînée de gaz. Ce gaz pourrait être la clé de ce mystérieux signal radio qui a attiré l'attention des astronomes du monde entier. Un astronome ayant examiné le signal WOW a pensé qu'il pourrait être lié à une comète appelée 266P Christensen. Oui, pas mal comme nom. Cette comète se trouve à environ 1800 années-lumière de nous. Elle n'était pas connue en 1977 lorsque le signal a été détecté. Mais elle pourrait aujourd'hui nous fournir une explication.
Les comètes peuvent émettre des ondes radio lorsqu'elles se rapprochent du Soleil. C'est comme si les gaz qui les entourent se mettaient à bourdonner d'énergie. Ce bourdonnement pourrait être à l'origine du signal WOW. Pour vérifier cette théorie, nous avons utilisé un radiotélescope pour écouter les ondes radio émises par d'autres comètes. Et nous avons constaté que certaines comètes émettaient effectivement des ondes radio sur la même fréquence que le signal WOW. Ensuite, nous avons pointé nos télescopes vers une comète particulière qui passait dans la même partie du ciel que celle où le signal WOW a été détecté. Les ondes radio de la comète correspondaient bien au signal. Et même si la comète ne se trouvait pas exactement au même endroit que le signal, elle en était suffisamment proche pour que nous ayons l'impression d'être sur une piste. Le signal pourrait également avoir été causé par des nuages d'hydrogène provenant de 2 comètes. Celle que nous avons mentionnée et une autre, appelée P 2008 IR2. Mais qui choisit donc ces noms? Mais tout le monde n'est pas convaincu par cette idée. Certains affirment que la théorie des 2 comètes à l'origine du signal ne tient pas la route, car les comètes n'émettent généralement pas d'ondes radio de la manière requise pour expliquer le signal WOW. De plus, le signal ne s'est pas répété, il ne s'est produit qu'une seule fois, ce qui serait étrange s'il s'agissait vraiment d'une comète. En effet, les comètes répartissent leur gaz sur une grande distance. Le signal aurait donc dû durer plus longtemps. Le télescope utilisé pour le détecter aurait dû le capter 2 fois en peu de temps. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. De plus, la comète ne serait pas sortie aussi rapidement du champ de vision du télescope. En bref, nous devons en apprendre davantage sur la manière dont les comètes émettent des ondes radio et sur les raisons pour lesquelles elles le font, en particulier quand c'est sur la même fréquence que le signal WOW. Il existe de nombreux signaux mystérieux et intéressants dans l'espace. La plupart d'entre eux proviennent d'événements naturels, comme les sursauts radiorapides. Ces bouffées d'énergie sont incroyablement puissantes et se produisent partout dans le ciel. Mais leur origine n'est pas encore très claire. Elles ne durent qu'une fraction de seconde. Mais peut-être que nos télescopes n'en captent encore qu'une petite partie. Il y a aussi cet étrange signal que nous recevons depuis un moment déjà. Ce signal se répète toutes les 22 minutes. Mais malgré nos efforts, nous ne parvenons pas à en déterminer l'origine. Cela a commencé en 1988, et cela fait donc 36 ans que nous enquêtons sur ce mystère. Au moins, nous connaissons aujourd'hui la distance de l'objet mystérieux qui envoie les signaux. Il se trouve à 15 000 années-lumière. Certains pensent que ces signaux pourraient provenir d'êtres extraterrestres qui essaient de communiquer avec nous. Cependant, en l'absence de preuves solides, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Cela reste de l'ordre de la spéculation. Une autre explication est la théorie des pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui émettent des faisceaux d'énergie similaires à ceux que nous observons avec les signaux. Cependant, le comportement des signaux ne correspond pas parfaitement à ce que nous savons des pulsars. Il y a aussi la théorie des magnétars, qui suggère que ces signaux pourraient provenir d'étoiles à neutrons surchargés. Cependant, aucune de ces théories n'explique entièrement le comportement étrange des signaux. Peut-être est-ce donc le fait d'un nouveau phénomène non encore découvert dans l'univers? Même si les comètes sont une possibilité, il nous reste encore beaucoup de questions concernant le signal WOW. Nous ne savons pas ce qui l'a causé, et nous ne le saurons peut-être jamais. Nous ne savons même pas s'il provient de l'espace lointain ou de l'intérieur du système solaire. Quoi qu'il en soit, même si ce signal a une cause naturelle, cela ne signifie pas que la vie extraterrestre n'existe pas. L'étude qui évoquait ce sujet traitait également d'une étoile semblable au Soleil, qui pourrait bien être l'endroit idéal où chercher des signes de technologie extraterrestre. Il existe des tas d'autres étoiles semblables à notre Soleil dans l'espace, mais nous ne les avons pas encore bien étudiées. Cela nous ouvre toutefois des perspectives passionnantes pour la recherche de civilisations avancées au-delà de la Terre. Imagine. Tu flottes dans les profondeurs de l'espace et contemples notre chère planète bleue. Qu'y a-t-il tout en haut? Tu penses peut-être que c'est le pôle Nord, mais ce n'est pas forcément le cas. En réalité, cette croyance collective selon laquelle le Nord se trouverait au sommet du monde ne repose sur aucune base scientifique solide. Il s'agit simplement d'une chose que nous avons acceptée au fil du temps. Et cette convention a une histoire passionnante. Avec un soupçon d'astrophysique, un peu de psychologie et une conséquence surprenante, elle influence notre perception du monde bien plus que nous ne le pensons. Savoir où l'on se trouve est essentiel à la survie.
Et c'est vrai pour la plupart des espèces. Pas seulement pour nous, les humains. À l'instar des abeilles, par exemple, les êtres humains ont la faculté de créer des cartes mentales de leur environnement. Mais là où nous nous distinguons vraiment, c'est dans nos efforts visant à partager ces cartes avec nos congénères. Nous avons commencé à le faire il y a un certain temps, en dessinant des cartes sur toutes sortes de supports, des murs de cavernes jusqu'aux écrans d'ordinateur. Les plus anciennes que nous ayons trouvées remontent à près de 14 000 ans. Malgré cette longue évolution, ce n'est qu'au cours des derniers siècles que nous avons décidé que le Nord devait toujours se trouver en haut de la carte. Les férus d'histoire nous apprendront que pendant longtemps, le Nord n'a pratiquement jamais été placé en haut de la carte parce qu'il symbolisait l'obscurité. L'Ouest n'était pas non plus pris en compte, car c'est là que le soleil mourait chaque soir. Cependant, les premières cartes asiatiques semblent remettre cette tendance en question. Avant que tu n'y penses, non, ce n'est pas à cause de leur boussole qu'ils ont placé le Nord en haut de la carte. Les premières boussoles asiatiques étaient en fait alignées sur le sud, considérées comme une direction plus favorable que le froid et l'obscurité du septentrion. Mais sur ces cartes, l'empereur, qui résidait au nord, était toujours placé au sommet, ses fidèles sujets levant les yeux vers lui. En rétrospective, chaque culture avait sa propre notion de CE, vers quoi il valait mieux être tourné, ce qui a conduit à des orientations variées des premières cartes. Les Égyptiens préféraient l'Est, où le soleil nous gratifie de son apparition chaque matin. Les premières cartes arabes privilégièrent le Sud. Les cartes européennes de la même époque plaçaient l'Est au sommet. Quand tout le monde a-t-il décidé que le Nord était le nouveau sommet du monde? On pourrait être tenté d'en attribuer la paternité à des explorateurs comme Christophe Colomb et Magellan, qui se sont orientés en fonction de l'étoile polaire. Mais ils ne voyaient pas vraiment le monde sous cet angle. Christophe Colomb, par exemple, voyait le monde avec l'Est à son sommet, croyant qu'il se dirigeait vers le paradis terrestre. La projection de Mercator de 1569 a changé la donne, car elle a été la première à prendre en compte la courbure de la Terre pour une navigation plus précise. Mais même à cette époque, l'accent n'était pas mis sur le nord. Mercator a projeté les pôles à l'infini, les considérant comme relativement peu importants puisque les marins ne s'y aventurèrent jamais. Il est possible que le choix de placer le nord au sommet ait été motivé par le fait que les Européens, qui accomplissaient leur part d'exploration, se trouvaient dans l'hémisphère nord, avec beaucoup plus de terres à couvrir et de gens à côtoyer. Quelle qu'en soit la raison, cette idée du nord tout en haut est restée. Même lorsqu'un astronaute de la NASA a pris une photo de la Terre avec le sud pour sommet en 1972, il a fallu la retourner pour éviter toute confusion. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque tu observes la Terre depuis l'espace, les notions de haut et de bas perdent tout leur sens. Certes, la Terre s'aligne sur le plan des autres planètes de notre système solaire parce que nous partageons tous la même origine cosmique, mais nous pourrions tout aussi bien inverser l'image ou placer le Soleil en haut ou en bas, selon le point de vue astronomique. Même au sein de la Voie lactée, notre système solaire est incliné d'environ 63 degrés. Si l'on y réfléchit bien, les notions de haut, de bas, de gauche et de droite ne s'appliquent pas vraiment à l'espace. Mais pourquoi ne pas renverser la donne? Devrions-nous accepter de voir notre monde sous un angle différent? Il existe des preuves psychologiques que notre mentalité de nordiste pourrait fausser nos perceptions de la valeur. La plupart des gens considèrent que le nord est en haut et le sud en bas. Les psychologues se sont même demandé si ces associations pouvaient influer sur la manière dont les gens considèrent les différents endroits de la carte. Lorsqu'on leur montrait la carte d'une ville fictive, les gens étaient quelque plus enclins à choisir une résidence dans la partie nord. Et lorsqu'on leur demandait où vivraient des personnes hypothétiques de statut social différent, ils plaçaient invariablement les riches au nord et les pauvres au sud. Il n'est pas exagéré de supposer que les humains se soucient moins de ceux qui arrivent aux régions inférieures qu'à celles où ils se trouvent sur la carte. Mais il existe une solution simple. Retourner la carte. Six expériences ont montré que cette simple action éliminait le biais selon lequel le nord serait synonyme de bien. À ce propos, des cartes à l'envers sont déjà disponibles en ligne. Les Australiens apprécieraient ce changement, c'est certain. Quoi que tu préfères, en haut de ta map monde, tu auras bien besoin d'une boussole pour te guider. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce système? C'est l'un des plus anciens gadgets que nous ayons dans notre trousse de survie. Elle existe depuis des siècles, servant de phare aux aventuriers, aux voyageurs autres explorateurs.
les guidant à travers des océans inexplorés et les aidant à découvrir de nouveaux continents. De fait, la boussole a transformé l'homme sédentaire en un nomade globe-trotter. Notre belle planète bleue n'est pas seulement une sphère qui tournoie dans le cosmos. Elle possède aussi son propre champ magnétique. Imagine-la comme un aimant colossal, bourdonnant d'une énergie invisible. Tout cela grâce au noyau de la Terre, une boule de fer en fusion soumise à une pression colossale, en plein centre de notre planète. Ce noyau, mi-liquide, mi-cristaux solide, s'agite et tourbillonne sous l'effet de la rotation de la planète, créant ainsi ce champ magnétique qui nous donne nos pôles nord et sud. Mais c'est là que les choses se corsent un peu. Ces pôles magnétiques ne sont pas parfaitement alignés avec les pôles géographiques de la Terre, ceux autour desquels la Terre tourne. Ils sont proches, certes, mais ne se trouvent pas exactement au même endroit. C'est pourquoi la boussole, qui réagit au champ magnétique, ne pointe pas directement vers ce que nous appelons le vrai nord, c'est-à-dire le pôle nord géographique. Elle pointe plutôt vers le nord magnétique, situé un peu en deçà du vrai. Mais ne t'en fais pas, il est suffisamment proche pour nous amener là où nous devons aller. Parlons un peu plus de cette histoire de vrai nord et de nord magnétique. Te souviens-tu de la nouvelle de septembre 2019 qui affirmait que, pour la première fois depuis plus de 360 ans, les boussoles de Greenwich indiquaient le vrai nord? C'est un fait assez rare. En général, les boussoles indiquent le nord magnétique, qui n'est pas un point constant sur la carte. Il change et dérive au fil du temps, en fonction des déplacements du noyau terrestre. En revanche, le nord géographique fait référence au pôle nord géographique, un point précis et immuable à la surface de la Terre. Ainsi, lorsque tu tiens une boussole, c'est vers le nord magnétique qu'elle t'oriente, et non vers le nord géographique. C'est là que les choses deviennent encore plus curieuses. L'angle entre la direction du nord géographique et celle du nord magnétique indiquée par la boussole est appelé déclinaison magnétique. C'est un mot sophistiqué pour un concept simple. À présent, comme le champ magnétique terrestre n'est pas une chose facilement appréhendable, il a ses creux et ses oscillations, la déclinaison n'est pas la même partout. Elle varie d'un endroit à l'autre. En outre, voici ce qui constitue une boussole. Elle est munie d'une minuscule aiguille conçue à partir d'un métal magnétisé, le fer étant le plus courant. Cette aiguille est fixée sur un petit élément pointu, ou pivot, et laissée à flot dans un liquide quelconque, souvent de l'huile minérale ou quelque chose de similaire. Cela permet à l'aiguille de tourner et de danser avec le champ magnétique terrestre. Lorsque tu tiens ta boussole à plat dans ta main, l'aiguille se stabilise et indique le nord magnétique. Maintenant, regarde ta boussole et tu remarqueras ces petits repères. Ce sont les degrés. Et voici comment la lire. L'extrémité rouge de l'aiguille pointe toujours vers le nord, et l'extrémité blanche ou noire pointe toujours vers le sud. C'est la danse nord-sud de ta boussole. De plus, le châssis de la boussole comporte souvent une flèche tout en haut. C'est la flèche d'orientation. Cela fait des années que tu t'entraînes. Tu sais que tu es prêt. Tu te tiens sur le seuil de la porte. Tu respires profondément et tu l'ouvres courageusement. Tu sautes à l'extérieur de la Station spatiale internationale et dans l'immensité de l'espace. Ah, c'est toujours aussi excitant, dis-tu dans ton transmetteur. Tu te sens aussi léger qu'une plume dans l'espace, à l'exception de la combinaison, bien sûr. C'est vrai ce que ce type t'a dit un jour. Les combinaisons d'astronautes limitent les mouvements du corps d'au moins 20%. Pour toi, cela signifie que tu as 20% de chance en plus de faire une maladresse dans l'espace. Ce qui n'est pas une bonne chose. On n'a pas le droit à l'erreur quand on fait ce métier. Tu arrives enfin au poste d'amarrage. Tu regardes autour de toi et tu vois l'endroit de la station qui a besoin d'être réparé. C'est ici que les autres navettes s'amarrent lorsqu'elles arrivent plein de la Terre ou d'autres planètes. Il y a une semaine, une navette venant de Jupiter a mal calculé son arrivée et a cassé une partie du poste. Tu as attaché la pièce à remplacer à ta ceinture. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la visser. Tu as passé des heures à t'entraîner sous l'eau. Tu as porté une combinaison lourde, chaude et inconfortable dans une piscine afin de connaître les mouvements exacts que tu dois faire ici. « Attention !» crie Sarah sur le transmetteur. Tu n'as même pas le temps de demander de quoi il s'agit. Une tempête de débris te prend au dépourvu à une vitesse absurde. Elle fait trembler tout ce qui t'entoure. Tu essayes de t'accrocher à ton câble de sécurité. Mais, oh non, un débris vient de heurter la visière de ton casque. « Bob, tout va bien ?» te demande Sarah via le transmetteur. L'impact t'a un peu secoué.
mais tout semble normal. Les météorites ont enfin disparu. Tu peux donc te concentrer sur ta tâche. Tu tires vers toi le câble auquel est attachée la pièce à remplacer, mais il n'y a plus rien à l'autre bout. Non, plus rien du tout. Oh non, te dis-tu. Sarah, nous avons perdu une pièce. Je répète, nous avons perdu une pièce. La situation est assez grave et tu en es conscient. Tout ce qui tombe dans l'espace peut entrer en collision avec la Station spatiale internationale ou avec d'autres véhicules. Tu essaies de te souvenir de ton entraînement, mais ta tête est vide. C'est pire que la fois où tu as cassé le pot en céramique préféré de ta copine. Sarah, l'astronaute qui t'accompagne à bord de la station, crie sur le transmetteur. « Oh non Bob, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est une catastrophe, j'arrive. » Tu repères la pièce en question sous l'ISS. Elle fait la taille d'une portière de voiture de taille moyenne et se déplace assez rapidement. Voici ce qui peut se passer. La pièce peut redescendre vers la Terre et entrer dans l'atmosphère. Elle prendra alors probablement feu et se désintégrera en chemin. Mais même si c'est bien le cas, l'image de la NASA en souffrira et on te réprimandera. Il se peut aussi que la pièce perdue prenne un peu d'élan, se mette en orbite et vienne percuter l'ISS, et toi aussi par la même occasion, ou un satellite qui se trouverait sur la même orbite. Alors voilà, si tu pensais que l'espace était un vide infini, tu te trompais. Depuis que différents pays ont commencé à construire des équipements suffisamment solides pour voyager dans l'espace, l'endroit est très encombré. Les gens y sont peu nombreux, mais il y a des satellites, des astéroïdes et des débris spatiaux. Tu as été surpris d'apprendre un jour que la Terre reçoit des pluies de météorites quotidiennes. Mais elles sont si petites que personne à la surface de la planète ne les remarque. Elles se transforment généralement en cendres avant d'atteindre le sol. Mais ce n'est pas tout. Ce qui vient de t'arriver lors de cette mission s'est déjà produit lors de plusieurs autres missions. Les astronautes perdent sans cesse des objets dans l'espace, à tel point que la NASA a dû créer une division chargée de traquer et de surveiller l'orbite de tous ces débris qui flottent autour de la planète. Tu n'en reviendrais pas si l'on te disait qu'il y a plus de 23 000 débris de la taille d'une balle en orbite dans l'espace, et un demi-million d'objets plus petits. Alors que tu t'apprêtes à détacher ton câble et à t'aventurer dangereusement dans l'espace sans aucune protection, tu remarques que Sarah t'a devancé. Tu ne peux pas la laisser faire ça toute seule, alors tu décides de l'accompagner. Tu sais que ça va à l'encontre de tous les manuels de la NASA et de toutes les formations que tu as suivies. Mais tu te dis, si ça marche dans les films, ça doit marcher pour nous. Mais tu sais parfaitement que ça n'a aucun sens. Sarah est proche de la pièce débris, mais le poids de son corps la fait orbiter dans une toute autre direction. Ok, te dis-tu, c'est à ton tour de briller et d'être un héros. Tu essaies de bouger tes bras comme tu le ferais sous l'eau, mais il n'y a pas de frottement dans l'espace. Tu ne peux pas te mettre à nager pour aller chercher cette pièce d'équipement. Tu essaies de contacter Sarah, mais elle ne répond plus. Il va donc falloir que tu te débrouilles seul à présent. Pour une raison ou pour une autre, tu commences à tourner sur la même orbite que la pièce perdue. C'est sans doute à cause de la quantité de choses que tu as attachées sur toi. Ou peut-être que c'est le burrito que tu as mangé ce matin. Tu as l'impression d'être George Clooney dans le film Gravity. Non, mieux encore, tu te sens comme Obi-Wan Kenobi. Oui, tu te sens aussi fort et puissant qu'un Jedi en ce moment. Tu gardes tes mains tendues devant toi en espérant que la collision avec le débris se fera en douceur. Et 3, 2, 1, atterrissage réussi. Je plaisante, mais oui, tu as réussi à t'arrimer au débris. Hurrah! Et maintenant, te dis-tu. Je suppose que tu aurais dû revoir ton plan un peu plus en profondeur, hein? Tu n'as pas la possibilité de guider le débris. Et tu ne peux plus non plus contacter le centre de contrôle de la mission pour leur dire que l'objet, et toi-même, êtes en route vers quelque part. N'aie pas peur. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour commencer à avoir peur. Quelles sont tes options? D'abord, photographie mentalement ta planète. De là-haut, elle ne déçoit jamais. Ensuite, demande-toi quels sont les différents scénarios possibles dans une telle situation. Ton poids normal ne peut pas suffire à t'extraire de l'orbite terrestre. Dans l'hypothétique scénario où cela se produirait, tu serais probablement aspiré par l'orbite de Vénus et tu passerais un mauvais moment. Il y a fait extrêmement chaud. Même si dans la mythologie, Vénus représente l'amour, il n'y a rien d'agréable dans le voisinage de cette planète, et tu le sais. Si tu t'approchais trop, ta combinaison spatiale ne supporterait pas la chaleur. Elle ne peut résister qu'à une température maximale de 120 degrés Celsius.
et l'atmosphère de Vénus peut atteindre les 370 degrés. Mais honnêtement, le pire scénario est beaucoup plus simple que cela. Ta combinaison spatiale pourrait décider de noyer tes oreilles, ton nez et ta bouche dans de l'eau. Oui, cela s'est déjà produit lors de sorties dans l'espace. Tu vois, pour que ta combinaison spatiale reste fraîche, elle compte sur les 3,8 litres d'eau de son système de refroidissement. Ce système, qui est censé éjecter de l'air recyclé par l'arrière de ton casque, peut se mettre à fuir. Et comme tu es coincé au milieu de nulle part, tu n'as aucun endroit, toi, vers où fuir. Mais attends, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Une navette spatiale modulaire. Tu essayes de crier, mais personne ne t'entend hors de ton casque. Tu fais des signes avec tes bras. Tiens, elle se dirige droit sur toi. Enfin, dit Sarah, j'ai mis pas mal de temps à te retrouver. Apparemment, Alice est revenue à la station juste à temps pour t'attraper avant que tu ne partes vagabonder dans l'espace infini. Je suppose que je vais perdre quelques points d'astronaute à cause de cette petite mésaventure, hein, dis-tu? Oui, ça c'est sûr. Oh, il est possible qu'il existe un univers parallèle, une sorte de miroir sombre d'une autre, où le temps s'écoule à rebours. Cet univers inversé pourrait être à l'origine de la matière noire, cette substance invisible omniprésente dans notre cosmos. De plus, il pourrait exister de nombreux autres univers, où une version exacte de vous-même s'est réveillée ce matin, mais a opté pour un t-shirt blanc au lieu d'un rouge, altérant ainsi complètement le cours de sa vie. Commençons par cette mystérieuse matière noire. Elle représente la majeure partie de la masse de l'univers, mais nous ignorons encore sa fonction exacte et son origine. En effet, la matière noire ne se comporte pas comme la matière ordinaire. Elle est invisible et intangible, mais nous en percevons l'existence à travers ses effets gravitationnels. Malgré leurs différences, la matière ordinaire et la matière noire semblent coexister en harmonie. Certains chercheurs estiment même qu'il doit exister un lien entre elles. Et une nouvelle théorie suggère que chaque mouvement de la matière ordinaire pourrait avoir une contrepartie dans un univers miroir de matière noire, formant ainsi un pont entre ces deux réalités. Dans la matière ordinaire, il existe une curieuse coïncidence. Les neutrons et les protons ont des masses presque identiques. Cette similitude permet leur liaison et assure la stabilité des atomes, rendant possible l'existence de tout ce que nous percevons. Si les protons étaient légèrement plus lourds, l'équilibre serait rompu, et les atomes ne se formeraient pas. Dans cet hypothétique univers miroir, les choses pourraient s'être déroulées différemment. Il est envisageable que l'équivalent du proton ne s'associe pas aux autres particules, engendrant ainsi des neutrons isolés, potentiels composants de la matière noire. Cette théorie propose également que la matière noire pourrait posséder sa propre chimie, avec des atomes et même un tableau périodique distinct. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'il n'existait qu'une seule forme de matière noire. Bien que ces particules partagent certaines caractéristiques, comme leur quasi-invisibilité, elles pourraient différer en termes de taille, de vitesse et de leur influence sur la matière ordinaire. Si cette hypothèse s'avère juste, cela pourrait impliquer que des interactions entre notre univers et l'univers miroir aient eu lieu dans le passé. L'étude de la formation des éléments dans les premiers instants de l'univers pourrait fournir des indices à ce sujet. L'idée d'un univers inversé a suscité un vif intérêt et même une certaine perplexité au sein de la communauté scientifique ces dernières années. Les astronomes se servent du modèle lambda CDM pour expliquer la composition et le fonctionnement de notre univers. Selon ce modèle, l'essentiel de l'univers serait principalement formé de deux composantes, l'énergie sombre et la matière noire. L'énergie sombre agit comme une force répulsive qui accélère l'expansion de l'univers, tandis que la matière noire, avec sa gravité invisible, joue le rôle de ciment cosmique en reliant les structures entre elles. Les objets visibles tels que les étoiles, planètes et comètes ne représentent qu'une infime fraction de l'ensemble. Ce modèle décrit également le Big Bang, l'origine de l'univers à partir d'un état extrêmement chaud et dense, et la manière dont il a évolué au fil du temps. Bien que ce modèle soit largement accepté, il ne parvient pas à expliquer tous les phénomènes cosmiques observés. Si vous deviez représenter ce modèle sur une feuille de papier, cela ressemblerait à une pile de crêpes superposées. Chaque crêpe symbolise une version de l'univers à un moment précis. L'univers d'hier se situerait en dessous de celui d'aujourd'hui, mais il serait légèrement plus petit. À terme, vous observeriez que l'histoire de l'univers prend la forme d'un immense cône inversé.
dont la pointe minuscule correspond au Big Bang. Au-delà de ce point, nos instruments actuels ne permettent pas de remonter davantage dans le temps, nous laissant dans l'incertitude quant à ce qui pourrait s'y trouver. Par ailleurs, les événements immédiatement postérieurs au Big Bang demeurent également mal compris. Toutefois, en appliquant simplement les principes mathématiques, il est possible que l'univers s'étende au-delà de ce point crucial. Cela pourrait suggérer un mouvement en sens inverse, formant un cône similaire et inversé, où le temps s'écoulerait à rebours, du moins selon notre perspective. Cette hypothèse alternative remet en cause non seulement notre compréhension des origines de l'univers, mais soulève aussi des interrogations sur les principes fondamentaux de la physique. Toute cette effervescence autour d'un univers miroir provient en partie des découvertes faites par Anita, un instrument scientifique stationné en Antarctique. Cet appareil a détecté des particules à haute énergie peu communes, semblant émerger des glaces polaires. Le problème de ces particules, c'est qu'elles ne se comportaient pas selon les lois de la physique préalablement établies. Les chercheurs supposent qu'il s'agirait d'une forme de rayon cosmique. Ces particules voyagent depuis l'espace, traversent la Terre, puis en ressortent. Cependant, les particules que nous connaissons ne devraient pas agir ainsi, car elles sont censées entrer en collision avec les éléments à l'intérieur de la Terre et ne pas émerger de l'autre côté comme celles-ci le font. Elles semblent opérer à la fois dans le sens avant et dans le sens inverse. À ce jour, il n'existe aucune preuve tangible d'un univers miroir. Il est possible que ces particules soient simplement d'une nature encore inconnue, nécessitant des études approfondies pour expliquer leur comportement atypique. Un peu comme avec des enfants de 4 ans. Mais que se passerait-il s'il existait non pas un seul autre univers, mais une multitude d'entre eux ? Ce concept de multivers découle de théories telles que celle de l'inflation, qui postule que notre univers a traversé une phase d'expansion extrêmement rapide à ses débuts. Bien que l'inflation se soit arrêtée dans notre voisinage cosmique il y a des milliards d'années, il est probable qu'elle se poursuive dans d'autres zones du multivers, donnant naissance à des univers distincts avec leurs propres lois physiques et des caractéristiques uniques. Notre univers est le seul à notre connaissance qui soit capable d'abriter la vie. Par exemple, nous bénéficions d'étoiles stables qui fournissent la chaleur nécessaire, essentielle, pour que la vie puisse se développer. Nous disposons également d'une abondance d'éléments comme le carbone et l'hydrogène, indispensables à notre existence. L'hypothèse du multivers offre une explication sur les raisons pour lesquelles notre univers présente des conditions si favorables. Elle suggère qu'il pourrait y avoir une myriade d'autres univers, aux conditions très variées, rendant l'apparition de la vie dans au moins l'un d'eux plus plausible. Une des implications fascinantes de la théorie du multivers est l'idée de double ou de sosie, des copies exactes d'individus existant dans des univers parallèles. Cette notion propose que dans l'immensité du multivers, il pourrait exister d'innombrables scénarios où des versions identiques de nous-mêmes vivent des expériences similaires en même temps. Avant de nous lancer dans l'exploration de différents univers, nous devons peut-être encore approfondir la compréhension du nôtre. Prenons l'exemple de la galaxie AGC 1 149 050, située à environ 250 millions d'années-lumière de nous. À première vue, elle semble ordinaire, mais en y regardant de plus près, il semble qu'elle pourrait ne contenir aucune matière noire. Si d'autres galaxies similaires à celle-ci étaient dans la découverte, cela pourrait bouleverser notre conception de la formation des galaxies. On pense généralement que la matière noire est indispensable à ce processus, jouant le rôle d'une colle qui maintient le tout ensemble. Il est cependant vrai que cette galaxie particulière est moins lumineuse et possède moins d'étoiles que les galaxies plus typiques. Lors de sa découverte en 2019, les scientifiques ont d'abord supposé qu'elle pourrait ne pas contenir de matière noire en raison de la vitesse à laquelle elle tournait. La vitesse de rotation d'une galaxie nous informe sur la quantité de matière qu'elle contient. En comparant cette vitesse avec les objets visibles, les astronomes peuvent estimer la quantité de matière supplémentaire, telle que la matière noire, qui devrait être présente. Et dans le cas de cette galaxie, les calculs suggèrent qu'il n'y en a pas du tout. Parmi les nombreuses hypothèses, il en existe une qui suggère que la matière noire pourrait ne pas exister. Une étude récente avance que nous recherchons peut-être une chose qui n'est tout simplement pas réelle. Selon cette théorie, notre compréhension de la gravité pourrait être insuffisante pour expliquer les comportements inhabituels de certaines galaxies. Au lieu d'attribuer ces comportements à la matière noire,
Il serait donc possible que nous ne comprenions pas entièrement le fonctionnement de la matière ordinaire. Ces conclusions s'appuient sur une théorie dite de la dynamique newtonienne modifiée, qui suggère que la gravité pourrait se comporter différemment à de très grandes distances ou à des vitesses très faibles,